Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quel choix qu'on peut faire. On a tous des up and down. Quel type de choix qu'on peut faire qui va nous aider justement à être capable de prévenir des maladies mentales ou d'être capable de remonter la pente puis d'être capable d'avoir une bonne santé mentale. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai Stéphanie qui va m'en parler. Donc, Stéphanie Labonté, criminologue spécialisée en santé mentale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Je suis contente que tu sois là. Avant notre entrevue, on a jasé beaucoup, puis on voit qu'on a quand même beaucoup de choses en commun. D'ailleurs, les deux, on a vécu quand même un épuisement, enfin un épisode d'épuisement, dépression. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience aussi là-dedans? Oui, bien en fait, c'est un peu un regroupement de tout ça. Oui, plus jeune, ça allait pas bien. J'ai des troubles alimentaires, en fait, depuis le début de mon adolescence, même, je dirais, fin de l'enfance. Ça a toujours été problématique, qui n'a jamais été traité. Jusqu'à temps qu'en 2019, je fasse une dépression majeure et une autre chute au niveau de la boulimie. Donc, de là est parti un peu mon parcours personnel, qui m'a amené justement à rencontrer psychologues, travailleurs sociaux. J'ai déjà vu un psychiatre, un médecin. J'ai eu la panoplie de services, on s'entend. Puis, c'est pendant ma dépression majeure, moi, je viens du réseau de la santé, où j'ai travaillé pendant presque 10 ans. C'est là que, pendant mon arrêt de travail, j'ai décidé de commencer en pratique privée. Parce que là, mon objectif changeait. Puis ce que je voulais, c'était d'aider les femmes surtout à surmonter des épreuves de vie, à se reconstruire après, par exemple, une dépression, une séparation, peu importe l'étape où tu es dans ta vie. Puis c'est là que ça a un petit peu commencé. Tu sais, je fais aussi, je travaille avec des hommes, des adolescents, mais ma spécialité vraiment privée, c'est au niveau des femmes, pour les aider à ce niveau-là. C'est un peu un mix de mon personnel et de mon professionnel. Oui, exact. Puis je trouve ça beau aussi parce que tu m'as dit tantôt que tu avais écrit un livre, OK? Puis ça Oui. parle de comme 4 saisons, puis c'est vraiment comme les étapes, si on veut dire, il y a les hauts et des bas, puis on dirait que là, ça vient couvrir toutes les étapes, puis d'avoir un peu comment est-ce que chaque étape, comment est-ce qu'on est dans ces étapes-là, et quel choix qu'on peut faire dans ces étapes-là, finalement, pour être capable de traverser puis de remonter, là. Fait que je ne sais pas si on peut décortiquer chacune des étapes, je trouverais ça vraiment intéressant pour ensuite aller voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette étape-là. Oui, parce qu'en même temps, en santé mentale, les étapes se rejoignent toutes, c'est juste qu'elles sont appelées ou apportées différemment. Et on a toutes des façons de les nommer. Oui, tout à fait. Fait que, mettons, la première étape, ça serait laquelle là, pour toi? C'est vraiment au niveau du choc. Okay. C'est un peu comme l'automne. Comme Ouais. on se parlait tantôt, là, moi, c'est plus séparé en saison au niveau de mon livre, du processus, tout ça. Donc, au niveau de l'automne, c'est le choc. C'est là que tu vois le malaise. Est-ce que, bon, le malaise, c'est-tu la séparation, un deuil? Tu vois que ta santé mentale, elle va pas bien. Tu commences à être triste, tu es fatigué, tu pleures tout le temps. Puis c'est un peu comme le même choc que c'est les premiers froids. C'est un peu la comparaison. C'est là que tu vois que, oh, finalement, on a besoin d'un ajustement. Que les feuilles commencent à t'habiller davantage, les feuilles tombent, tout ça. Fait que c'est vraiment cette première étape-là qui vient aussi avec l'acceptation de cette étape-là. Ouais. D'accepter de voir que ça va pas bien. Ouais, C'est de faire le choix de l'accepter. Oui, exact. Puis ça, c'est un gros pas en soi parce que je sais que pour plusieurs personnes, tu sais, même moi, mettons, quand ça t'est arrivé avec mon burn-out, là, je veux dire, j'avais eu une étape où est-ce que, oui, je voyais que j'allais moins bien et tout, mais c'était comme sur le coup, là, hey, je voulais pas le voir. C'était comme, non, 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 ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là. Non, il faut que je sois forte, tu sais. Puis ça, c'est comme, combien de temps est-ce qu'on va résister? Combien de temps est-ce qu'on va rester dans le, il faut que je sois forte avant de accepter que, OK, wow, là, il se passe quelque chose, puis il faut que j'apporte un certain changement, là. Mais oui. T'sais, avant que j'accepte moi aussi d'aller voir le médecin, là. Puis on a beau, on est intervenante, on a quand même cette acceptation-là à faire. Par exemple, moi, ça faisait pratiquement 1 an que je me sentais plus dépressive, que j'étais en chute de boulimie, avant d'aller voir le médecin. Puis avant d'y aller ce matin-là, je pense que j'ai annulé quelque chose comme 4 rendez-vous avant. Oui. C'est comme les on veut pas y aller, hein, mais le pire, c'est que moi, souvent, je dis ça, je fais, bon, ben, mettons, justement, on tombe en pente descendante, puis la question, c'est combien de temps est-ce qu'on a envie de tomber? Parce qu'au final, on a le choix. Mais tant qu'on n'est pas conscient qu'on est en train de tomber, on n'a pas vraiment le choix. Mais si on prend conscience de ça, combien de temps est-ce qu'on va vouloir être en chute libre? Parce que plus qu'on descend, malheureusement, c'est que plus après, c'est long pour remonter la pente. Oui, ça c'est clair.
Ça prend encore plus de temps. Puis en même temps, des fois, c'est aussi un manque de connaissance de soi. Ouais. De se dire, tu sais, souvent, c'est comme moi, par exemple, je suis très exigeante envers moi-même, je suis perfectionniste. Donc, c'était de me dire, je suis capable de m'arranger toute seule. Je suis intervenante, les outils, je les connais. Ouais. Puis même à base, tu sais, puis ça aussi, j'en parle dans mon livre, de, tu sais, je travaillais dans le réseau, alentour de plein d'intervenants. Mm-hmm. J'aurais clairement pu aller parler à un collègue. Ouais. Puis ils sont tous compétents, là, c'est même pas cette question-là, mais tu sais, j'aurais pu. On est là-dedans, là, tu sais, il y a encore moins peut-être la barrière du jugement, parce qu'on est dans le domaine. Ouais. Mais je l'ai pas fait, moi non plus. Ben, il y a peut-être des fois le jugement de dire, ben, justement, si moi, je suis supposée aider les autres, ben, peut-être que je ne suis pas supposée être en position où est-ce que c'est moi qui est vulnérable, tu sais. Alors, Ben, c'est une forme d'acceptation. c'est ça. Puis surtout, c'est là qu'on voit aussi que la santé mentale, ça touche tout le monde. Même les personnes qui ont les outils, même si on a la théorie, à un moment donné, c'est dans la pratique, dans les événements qui arrivent, on n'a pas tout le temps le contrôle, puis à un moment donné, il faut être capable de, comme tu dis, accepter la situation qui arrive, puis accepter que, oups, même si j'ai des outils, dans ces périodes-là, je n'ai pas réussi à les mettre en pratique. Tu sais? Oh, c'est drôle, ça me rappelle justement quand j'avais discuté avec mon médecin, tu sais, j'ai une spécialisation en santé mentale. Je sais quand je parlais, puis je disais, cordonnier mal chaussé. J'ai les connaissances, j'ai les outils, mais je ne suis pas capable de m'y appliquer. Mm-hmm. C'est là que c'est comme, ben non, ça n'a pas rapport. Là. C'est n'importe qui peut. Tu sais, au même principe, un cardiologue peut avoir un problème cardiaque. Ouais. C'est un peu la même chose aussi. Puis il ne va pas pouvoir se faire une opération sur lui-même. Non. Ouais. Toi, je ne souhaite pas, là. Mais c'est complexe. Mais non, c'est ça. Nous aussi, même si, admettons, on est dans une position où est-ce qu'on peut aider les autres, ben, quand on est dans une position où est-ce qu'on a besoin d'aide, d'aller chercher cette aide-là d'une autre personne, c'est vraiment ça, parce que c'est à force d'être entouré aussi de gens qui vont venir nous soutenir, qui vont venir nous aider. Ça va énormément avoir un impact sur notre processus, parce que le fait d'en parler, bien, automatiquement, quand tu parles de, dans la phase, admettons qu'on est plus comme en pente descendante, bien, si on en parle puis on s'ouvre, ça nous aide à en prendre plus conscience, à le concrétiser un tout petit peu plus, de dire, hey, c'est vrai, OK, non, je suis de plus en plus fatiguée, de mettre des mots sur nos mots, hein, des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Ça nous permet vraiment d'approfondir, de dire, OK, justement, de se connaître. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez moi? T'sais? Ça, c'est pas une étape qui est facile de mettre ces mots-là parce que ça rend la situation encore plus concrète. Ouais. Tu sais, quand c'est juste dans ta tête que tu te rends compte que je suis fatiguée, je me sens pas bien, peu importe la situation, là. Mettons que tu n'es pas capable de surmonter un deuil, ça peut être plein de choses comme ça. Mais tant que tu le nommes pas, ça reste comme caché en toi, puis c'est moins concret. Tandis que quand tu mets des mots dessus, c'est comme s'il fallait que tu fasses face à la réalité. C'est comme le point où, de reconnaître ça, il n'y a plus de retour en arrière possible. Effectivement. Ça, c'est vrai. C'est comme, tu t'ouvres les yeux et tu es comme, maintenant, je ne peux plus les fermer. Ça, je suis d'accord là-dessus. Par contre, quand tu ouvres tes yeux, c'est comme moi je dis, tu ne peux pas trouver de solution tant que tu n'as pas défini le problème. Ça, c'est certain. C'est correct, tu peux te cacher de ton problème, mais le problème, il va rester là. Il va rester là, il va juste grossir, grossir, grossir. Tu ne peux pas. Un moment donné, il va finir par t'éclater en pleine face. Ce problème-là, tu sais. Fait que c'est de le prendre avant qu'il soit en train de grossir. C'est ça, souvent, quand on parle de prévention de santé mentale, c'est de prendre le problème avant qu'il soit en train de grossir. Parce que si à un moment donné, il explose, puis qu'à un moment donné, tu n'es plus du tout apte à travailler, tu es en train de pleurer en petite boule dans ton salon, parce que là, tu n'es juste plus capable, parce que tu as tout plein de pression, tu es paralysé sur ton sofa, parce que tu regardes tout ton ménage, puis tu penses que tu es incompétent en tant que personne. Quand tu es rendu là, c'est que là, tu as beaucoup plus de choses à reconstruire parce qu'il y a plein de morceaux que tu as juste laissé tomber dans ta vie, dans ta sphère de vie, parce que ça a tout tombé. Parce qu'il y en a une des boules qu'on n'a pas attrapées à temps. On va dire ça comme ça. Là. Oui, puis en même temps, c'est pas il y a des personnes qui vont s'en rendre compte plus facilement ou l'accepter plus facilement. Puis il y en a d'autres qui, malheureusement, c'est un peu. Moi, j'ai été sur ce modèle-là, qu'il a fallu qu'ils se rendent jusqu'au bout, d'essayer de s'aider par soi-même, puis d'être complètement à terre avant d'aller chercher de l'aide. Ouais. C'est de l'apprendre à la dure un petit peu. Oui. Mais rendu là, c'est aussi d'aller chercher de l'aide puis de travailler en profondeur. C'est un peu comme on dit la médication. Ça va soulager les symptômes.
ça va régulariser un petit peu ton humeur, ça va te donner un peu plus d'énergie, ça va t'aider à dormir, mais ça ne règle pas ce qui est en dessous. Ça te prend vraiment un suivi, des consultations professionnelles là, pour y arriver. Oui, puis tu sais, quand tu dis que ça ne règle pas ce qui est en dessous, ça ne règle pas ce qui est en dedans. Oui, bien, c'est ça. C'est vraiment ça, au niveau de c'est quoi les émotions? Peut-être que la médication va faire en sorte qu'ils vont être moins intenses. Donc, ils vont peut-être être plus gérables. Ils vont peut-être être plus identifiables. On va peut-être avoir moins peur plus disposé à être capable d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les pensées qui me submergent? Tu sais, c'est comme quand on est en rumination, là, puis c'est comme ça brouille, là. Ben, on n'arrive pas là, à aller voir c'est quoi les pensées puis les distinguer une de l'autre. C'est comme. Mais c'est la même chose avec les émotions. Quand c'est un gros amalgame, là, c'est comme. Il faut prendre un temps pour décanter, si on veut dire tout ça. Puis oui, la médication ou plein d'autres outils aussi peuvent aider à être. Mais définitivement que la médication, c'en est une, puis il y en a plusieurs qui vont utiliser ça justement pour être capable d'avoir un équilibre où est-ce que, tu sais, il y a la médication, mais ils vont souvent suivre une psychothérapie, tu sais, entre temps pour être capable d'aller déceler de où ça vient, ça. C'est quoi le pattern que j'ai eu qui m'a amené à tomber, finalement, à chuter ou à faire soit un burn-out, une dépression ou peu importe, là, tu sais, c'est quoi la source, finalement, de ça? Ben oui, puis des fois, quand tu es tellement dedans, tu penses que c'est X affaire qui s'est passée, par exemple, qui a fait en sorte que, mais quand justement tu vas chercher de l'aide extérieure, c'est un autre point de vue qui n'est pas impliqué dans ton émotif. Donc, des fois, ça peut être une affaire que tu pensais que ça avait comme plus d'importance dans ta vie, puis finalement, c'est ça qui s'est cristallisé, puis qui doit être réglé. Tu sais, c'est pas juste la situation qui a fait déborder la goutte, déborder le vase, en fait. C'est l'accumulation de tes pensées, justement, cristallisées, qui t'amènent à avoir ces comportements-là. Oui. Tu vas aller retrouver aussi la source de ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si on n'est pas habitué, je veux dire, je pense que le travail d'introspection, tu sais, cette phase-là, la première fois qu'on la vit, là, puis c'est, admettons, puis on n'est pas obligé d'avoir un gros choc pour avoir à vivre ça, là. Ça peut être un petit choc, ça peut être, tu sais, des fois, juste de réaliser que la vie ne se passe pas comme qu'on avait prévu. Moi, je dis souvent ça. C'est un deuil à faire, c'est un choc. C'est un deuil à faire par rapport à la réalité qu'on avait pensée, par rapport à ce qui se passe vraiment, tu sais. Donc, c'est le processus du deuil, là, tu sais, c'est la première étape. Je pense que quand on prend conscience de ça, plus qu'on travaille à s'introspecter, à se regarder, à s'observer, c'est comme un muscle, ça se développe avec le temps. À un moment donné, cette conscience-là, elle devient plus aiguisée, plus facile à reconnaître. On peut reconnaître les signes plus vite, de faire « Oh, OK, là, je suis fatiguée. Si je ne m'arrête pas tout de suite, je vais être malade pendant une semaine, à être grippée, à être ici, parce que mon corps, il va juste être fini, puis il va avoir besoin de repos. » Donc, si je dis ça, ça a déjà arrivé, OK, bien là, cette fois-ci, je vais peut-être m'arrêter avant de retomber malade. Tu sais, souvent, on fait des essais-erreurs, mais si on apprend de chacune de ces expériences-là, on va dire ça comme ça, bien, on peut apprendre à se connaître. C'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, mais pour ça, il faut s'observer. Il faut avoir le courage de se regarder aller. Puis, il y a quelque chose qui est aussi, à mon avis, pas à négliger. C'est au fait que le choc n'est pas nécessairement négatif. C'est ça. Tu sais, parfois, ça peut être, exemple, tu as eu une promotion au travail, puis il faut que tu déménages dans une autre ville. Ouais. C'est à la base, c'est une promotion, tu es super content, c'est dans tes objectifs, mais le fait de devoir déménager, l'organisation que ça prend, c'est tous des facteurs de stress. Exact. Il faut que tu gères, parce que si tu ne les gères pas, même si c'est des stress positifs, ça va faire le même effet en bout de ligne. Là. Ça va amener de l'épuisement, de l'anxiété, puis plein de choses. Là. Oui, parce que même si ça apporte du stress positif, il y a de la peur qui peut être fait pareil là, par rapport à l'inconnu, par rapport au changement, par rapport à la stabilité. Oui, c'est ça, exact. Là. Fait que oui, c'est vraiment important de le nommer, ça, que ça peut être n'importe quel choc ou n'importe quel changement, finalement. Là. Oui. Tout changement de vie peut être. Tu sais, comme des fois, ça peut être. Je parle beaucoup, moi, dans ma pratique au niveau des transitions de vie. Tu sais, autant que ça peut être une transition. Là, on regarde, quand tu pars de chez tes parents pour t'en aller en appartement. La crise de la trentaine. Le passage de la maternité. Tu sais, t'es contente, t'es enceinte, t'as un bébé, mais il y a beaucoup de changements qui se passent dans ton corps, dans ta tête. Que des fois, tu te rends compte qu'effectivement, une grossesse, c'est pas toujours tout rose. C'est pas tout le temps comme ces photos d'Instagram avec des belles bédaines, puis
Non, tu vas avoir les pieds enflés, puis tu dormiras pas toutes tes nuits parce que tu vas te faire kicker d'un côte. Ça, c'est la réalité, là. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, ça se passe pas comme tu t'y attends. C'est ça. Il y a des grossesses qui sont difficiles. Oui. C'est un deuil. Oui, c'est un deuil de la vision que tu as des choses. Exact, par rapport à qu'est-ce qui est réel. Puis, c'est comme, c'est ça. Après, c'est soit qu'on résiste à cette réalité-là ou soit qu'on l'accepte. Hein, c'est un choix. C'est un choix. Puis, honnêtement, moi, souvent, tu as le choix, là. Je ne vais pas plus juger quelqu'un s'il est dans la résistance versus l'acceptation. C'est à savoir, qu'est-ce qui, toi, t'apporte un plus grand bien. Puis, c'est vrai que, tu sais, des fois, résister, ça peut être, tu sais, on est dans la colère des fois, ou on peut être dans la tristesse, on peut être dans le blâme, on peut être dans la victimisation, tu sais, OK, c'est pas notre faute. Tandis que si on est dans l'acceptation, ben c'est sûr que là, ça va être comme une responsabilisation, hein, de dire, OK, maintenant que c'est comme ça, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Fait que, oui, ça peut être déstabilisant, mais en même temps, c'est que là, tu retrouves ton pouvoir d'agir, tu réalises que c'est toi qui peux avoir un certain contrôle sur qu'est-ce que tu peux avoir le contrôle sur la situation, versus que dans l'autre, tu peux te sentir impuissant. Fait que moi, des fois, quand je regardais les deux, j'étais comme, ouais, OK, je veux faire le choix d'accepter, mais est-ce que je tombe des fois dans la résistance? Oui. Même si on le sait, on va tomber dans la résistance. On va tous avoir une résistance. C'est combien de temps est-ce qu'on va résister avant d'accepter justement ce changement-là? Mais oui, puis ça vient avec la théorie coût-bénéfice. Est-ce que présentement, de faire le choix d'accepter puis de travailler là-dessus t'amène plus de coûts en termes d'efforts, de temps, justement de retomber, travailler dans tes blessures, que de rester dans cette situation-là? Parce que oui, c'est pas un choix qui est confortable, même si tu choisis justement d'aller travailler ça. C'est ça. Parce que ça amène des étapes qui ne seront pas faciles. Tu sais, quand tu es rendu à avoir travailler des choses dans ta vie, peu importe quel domaine, là, tu sais, ça peut être un changement de carrière. Mais tu sais, de le reconnaître, ça amène de l'incertitude, du doute. Tu sais, même si tu choisis c'est de voir aussi dans ta vie, as-tu plus de bénéfices à rester confortable dans ton inconfortable, façon de parler, que de faire les changements que tu as besoin de faire, vice-versa. Oui, exact. Je pense que, tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que le fait que j'ai été habituée quand je suis jeune de faire tout le temps des changements puis de devoir m'adapter. Je pense que mes parents ont déménagé genre 18 fois quand j'étais jeune. Là. Okay. Tu sais, fait comme, j'étais tout le temps habituée à m'adapter comme au changement, tu sais, puis je pense que ça m'a aidé énormément à faire comme, OK, bébé, faire face au changement, tu sais, fait que j'ai eu moins longtemps de résistance, je pense, à cause de ça, parce que pour moi, il y avait plus de bénéfices à changer, parce que j'étais habituée de voir, bien, avec le changement, vient quelque chose de positif. C'est comme, oui, admettons, là, on parlait de l'automne, mais quand on est en plein dans le creux, là, hein, ça, c'est quoi? C'est l'hiver? Oui. C'est quoi cette période-là? Là, comment tu la décrirais? Là? Le moment où l'automne va te servir à ton choc est arrivé, le reconnaître, l'accepter. Ton hiver, ça va te permettre de vivre tes émotions. Parce que tu as le choix aussi d'accepter de vivre tes émotions ou d'essayer de les tasser dans un coin et de ne pas les vivre. Mais plus tu résistes, plus c'est long. Oui. Ça prend de l'ampleur, justement. Oui. Oui, exact. C'est ça. Ça aussi, c'est une question de choix. Puis encore là, c'est aussi une question, tu sais, comme les émotions, c'est un sujet qui est gros d'une certaine façon parce que, oui, on peut dire, ah oui, la joie, la colère, la tristesse, tu sais, la peine, peu importe, la peur, mais quand tu arrives dedans et que tu regardes vraiment, là, il y a plein de peurs qui remontent par rapport au fait de vivre nos émotions, par rapport à comment on va les gérer, qu'est-ce qu'on va faire avec. Il y a comme un autre aspect qui est quand même assez, pas technique, mais ressentir. Moi, je me dis souvent, au-delà de tout décoder et tout, là, juste accepter qu'ils sont là, ces émotions-là. Qui passent comme ils se passent. Puis qu'ils passent. Puis que souvent, là, on n'a même pas besoin de décoder. Quand on est là-dedans, là, on n'a pas encore besoin de décoder qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Non, là, on est encore dans la phase là, de juste... C'est le repos après. Moi, je le vois comme le repos, justement, c'est la saison d'hibernation après le choc. Parce que, tu sais, c'est aussi... je perdais mes mots, justement. Qu'est-ce que je m'en ai dit avec ça? Parce qu'on disait au niveau des émotions, du choix de les vivre, mais c'est aussi de se donner le choix, d'avoir le droit de les vivre. Oui!
C'est toute une étape, ça aussi. Ah oui, se donner le droit de vivre nos émotions. Combien de fois dans mes ateliers, justement, ça revient, tu sais, il y a tellement de tabous, il y a tellement de blocages juste par rapport à ça. Tu sais, le droit de vivre nos émotions. Tu sais, puis je me dis, des fois, je me demande d'où ça vient. Tu sais, je sais que c'est, bon, nos générations passées, c'est comme, oh non, une femme qui est en colère, c'est pas beau, ou un homme, ça pleure pas. Tu sais, oui, on peut avoir des croyances, là, tu sais, mais au-delà de ça, chaque personne, qu'est-ce qui peut empêcher de ressentir, selon toi? Bien, même ça vient de l'éducation. Tu sais, même si on regarde au niveau de la société en général, là, pas nécessairement dans les familles, tout ça. Ça va varier d'une famille à l'autre. Mais oui, l'éducation, tu sais, si tes parents, par exemple, te disent non, pleure pas, ou les petits gars, ça pleure pas. Ça, on l'a entendu, là. Mais si tu regardes au niveau de la société, on a une société qui est axée sur la performance, Ouais. sur les actions. Fait que c'est dans le faire et non pas dans le être. Ah oui, tellement. Fait on est habitué de on doit faire ça. C'est ça les attentes. C'est ça les exigences que j'ai envers moi. Puis, c'est là aussi que rentre en ligne de compte le fait qu'en étant tellement dans le faire, on n'accepte pas d'être. Parce que, par exemple, tu vas te sentir dépressif. Tu vas dire, mais pourtant, j'ai pas de raison. J'ai un travail, j'ai des enfants qui vont bien, sont en santé, j'ai un conjoint, ma famille va bien. J'ai pas le droit de me sentir comme ça. Il n'y a pas de raison. Comme si on avait toujours besoin d'un motif pour justifier que. Des fois, on les comprend pas. On comprend pas. Puis tant qu'on comprend pas, c'est plus difficile à accepter. Ça vient aussi de la santé mentale. Ouais. C'est la récurrence aussi là-dedans. C'est parce que ça se peut que, mettons, si tu as vécu une dépression, que tu es en rémission, que même si là, ça va bien, que tu recommences à te sentir dépressive. Ouais. Mais ça fait partie de la récurrence de la maladie. Par contre, tu vas reconnaître plus rapidement les signes. Ouais. Puis une fois, à mon avis, que tu as été chercher de l'aide une fois, que tu as brisé la glace, c'est beaucoup plus facile après de reconnaître les signes puis d'y aller avant. Oui. C'est là la prévention encore pour pouvoir maintenir, si on veut dire, l'état. L'état d'une bonne santé mentale où qu'on peut être bien, etc. Là. Mais définitivement que de faire le choix d'aller chercher de l'aide la deuxième fois, la première fois, c'est toujours la plus difficile. Puis une fois qu'on le réalise que ça nous apporte du bien, quand on réalise que demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, mais qu'au contraire, c'est un signe de courage, de force, d'humilité. Tu sais, parce qu'on sait comment c'est dur d'aller chercher de l'aide. Parce que ça revient aussi à la même étape de mettre des mots sur les mots. Oui, que souvent on a juste. Une fois que, même si toi tu l'as reconnu, que tu es capable de mettre des mots sur ce que tu ressens, de le nommer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est autre chose. C'est une autre étape, là. Oui, c'est ça, c'est comme. C'est vraiment des étapes. À reconnaître avec soi-même, de mettre des mots. Au début, c'est juste accueillir. Après, c'est de mettre des mots, d'essayer d'identifier, puis après, exprimer. Tu sais? Exprimer. Mais souvent, moi, je me dis, ben, au pire, si on ne sait pas comment le nommer, je me dis juste de dire, je me sens pas bien. C'est déjà un début. C'est déjà un début. La personne n'est pas obligé d'avoir un terme ou une émotion spécifique, là. On s'en fout. C'est ça, tu sais. J'ai un malaise, il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas confortable présentement, que je ne me reconnais plus, je ne suis plus moi-même. C'est le sentiment de vide. Oui, oui. Des fois, qui est très difficile à expliquer aussi. Oui, le sentiment de vide qu'on cherche à combler de plein de façons différentes. Mais oui. Oui, puis de choisir, OK, c'est toujours par rapport à des choix, mais je réalise qu'avant de pouvoir faire un choix, comme tu dis, il faut reconnaître une situation, il faut reconnaître une prise de conscience. Là. Il y a une observation, il y a une information qui arrive qui nous amène à faire comme, OK, j'ai un choix par rapport à ça, de quoi faire. Tu sais, si on a une émotion qui monte, bien, on peut choisir de dire, OK, est-ce que je la laisse? Si j'ai triste, est-ce que je me laisse le droit de pleurer? Si je suis en colère, est-ce que je me laisse le droit de crier dans mon oreiller ou est-ce que je vais choisir de, moi, des fois, j'utilise cette expression-là, de vomir sur les autres, de blâmer les autres, de tomber dans la critique, de crier sur les autres. C'est comment est-ce que je vais choisir de réagir? Mais pour ça, encore une fois, il y a un cheminement à faire qu'au début, mon émotion, elle va peut-être sortir tout croche, mais au moins, elle va sortir. Peu importe comment ça sort, il faut que ça sorte. Puis, c'est un peu aussi ce que je fais avec mes clientes. Moi, je travaille beaucoup avec l'écriture thérapeutique. De dire, souvent, on se met des barrières nous-mêmes. On va se censurer, on va vouloir que ça soit une structure parfaite, que
On se met nous-mêmes une pression qui est complètement inutile. Ouais. C'est quand je dis à mes clients, la structure, on s'en fout. Les fautes, on s'en fout. Même si c'est décousu et que tu n'es pas capable de relire tes phrases parce qu'il y a des mots partout, c'est pas grave. Ouais. Mais il faut que ça sorte d'une certaine façon. Exact. Si tu n'es pas capable de le nommer, ça peut être de l'écrire. Il y a des clientes, par exemple, que moi, je vais faire des sessions comme d'écriture, si tu veux, que la cliente va m'écrire entre les sessions. Oui. Quand c'est plus difficile de parler, ce que je propose, c'est écris-moi là, tu envoies-moi un courriel, ou peu importe, écris-moi là, puis on va en reparler ensemble après. Exact. Parce que c'est plus facile quand tu n'es pas en face de la personne, mais ça sort quand même. Oui, et puis en plus, moi, je trouve qu'avec l'écriture, c'est tellement... Moi, j'aime beaucoup ce choix d'outils-là. Parce que ça permet de prendre du recul puis de voir noir sur blanc, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ou c'est quoi la réaction que j'ai eue, puis après, je peux aller décortiquer, de dire « Ah, gâton, d'ailleurs, cette petite phrase-là, il y a un petit désir de vengeance. » Ou, comme de voir mes petites réactions, puis de faire comme « Ah, OK, dans cette réaction-là, j'aurais pu voulu bouder, fuir. » Puis de voir toutes les réactions possibles que j'aurais voulu avoir pour choisir, OK, je veux faire quoi là, avec toutes ces émotions-là maintenant qui sont décortiquées, qu'est-ce que je veux faire avec, là, quand tu choisis justement un outil, on va prendre celui-là parce que c'est l'exemple au niveau de l'écriture, mais tu as aussi le choix de la façon dont tu vas l'appliquer. Autant que ça peut être juste une libération que tu vas déchirer après et que tu ne reliras pas, que ça peut être justement de le faire lire à un professionnel. Comme tu dis, de t'auto-analyser en relisant ou en essayant de comprendre c'est quoi les patterns, tout ça. Mais il y a plein de façons. Puis chaque personne va avoir la façon qui fonctionne pour elle. Exact. Et peut-être que pour toi, ça peut être justement de t'analyser, puis pour moi, ça va être de le faire lire à quelqu'un. Pour avoir justement une rétroaction, puis m'amener à faire des prises de conscience. Oui, exact. Puis j'aime ça parce que c'est ça, il y a vraiment un choix d'outils, puis un choix de comment on va mettre en pratique cet outil-là, puis la fréquence aussi à laquelle on va le mettre en pratique. Puis le moment où est-ce qu'on va le mettre en pratique, c'est un choix de tout ça. Là, des fois, je pense que ça, dis-moi si je me trompe, mais je pense que ça peut être source de, pas anxiété, mais de découragement ou de savoir que, OK, oui, il y a plein d'outils, mais par où commencer? Oui. Par où commencer? C'est comme... Il y a tellement de choix, comme il y a d'approches thérapeutiques. Oui. Ça se peut que, par exemple, toi, ça fonctionne mieux dans un style humaniste. Comme moi, j'utilise plus le cognitivo-comportemental. Comme un autre va utiliser autre chose. Puis, il y a plusieurs façons de faire parce que toutes les personnes sont différentes. Des fois aussi, c'est de se donner le droit d'essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas que ça ne fonctionnera jamais. C'est que tu n'as pas trouvé le moyen pour toi. Ça se peut que, par exemple, je ne sais pas, l'écriture, pour toi, ça marche. Puis ça a toujours marché. Puis que là, tu arrives à un moment dans ta vie où ça ne va pas, puis tu bloques assez de vouloir écrire. Que ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Tu essayes un autre moyen, puis ça se peut que plus tard, ça revienne. C'est ça. Ça dépend aussi de ton état, de qu'est-ce que tu vis, ça dépend de plein de facteurs. J'aime ça parce que c'est comme si tu as nommé rapidement de dire, si ça fonctionnait avant et ça ne fonctionne plus, c'est comme un choc. Puis là, de dire, je l'accepte, que là, présentement, avec l'écriture, ça ne fonctionne pas, puis je choisis d'aller vers une autre stratégie temporairement, puis peut-être que ça va fonctionner, mais c'était vraiment comme, les étapes, un peu comme on a parlé, mais avec un micro petit choc, mais quand même qui montre que quand on a l'acceptation, c'est ça, c'est qu'on tourne notre regard vers la solution versus vers le problème. Je trouve que c'est vraiment ça la différence entre la résistance et comment, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je n'arriverais plus à écrire, qu'est-ce qu'ils font, on va sticker là-dessus. C'est comme si on veut se rapprocher du problème, mais plus qu'on se rapproche du problème, on n'a pas plus de solutions. C'est quand on prend du recul puis qu'on accepte que là, on est comme, je peux faire ça, je peux faire ça. OK, oui, là. Puis des fois, on comprend pourquoi ça ne fonctionne plus. À un moment donné, la compréhension, des fois, elle vient après l'acceptation et non avant. Des fois, tu entends ça, les personnes disent hey, aujourd'hui, là, je comprends pourquoi je me suis rendue là. Qu'est-ce qui a fait que. Mais ils ont eu besoin d'accepter beaucoup avant d'être capable de comprendre. Puis il y a une image que j'aime là-dessus. Je sais que tu as des enfants, toi aussi. As-tu vu le film Nouveau Héros? Oui. Avec Baymax. Oui, Baymax, oui. Puis à un moment donné, quand que, justement, là, Hiro, il va s'inscrire pour le concours là, pour rentrer dans l'école de technologie et tout ça, puis il cherche une idée de projet, puis que son frère le prend par les pieds, le revire à l'envers, puis il voit les choses sous un autre angle, puis c'est là qu'il a comme son idée. Oui, mais c'est ça aussi.
Exact. Des Oui, fois, on est tellement le nez collé dessus que tu dis, ben, ça marchera pas. Si ça n'a pas marché, il n'y a rien qui va marcher, mais c'est pas ça. non, exact. De prendre du recul, de prendre la perspective différemment. Puis c'est pour ça aussi que souvent, on va voir les professionnels parce qu'eux, ils ont une perspective différente de la nôtre. Oui, oui, qui ne sont pas dans notre émotif. Oui, exact. Ils ne sont pas collés sur le problème. Mm-hmm. Ils sont capables de prendre, tu sais, puis de regarder avec un petit peu plus d'objectivité la situation en son entier, là, tu sais. Mais ça, c'est vraiment comme, tu sais, fait choisir, admettons, d'être dans cette période-là, OK? Parce que ça, mettons, on en revient dans la période d'hiver ou de hibernation, comme tu dis, ou de repos, hein? Le moment de se ressourcer, de prendre soin de soi, de faire des choses qu'on aime, d'éliminer le plus possible les choses qui n'ont pas besoin d'être faites. C'est ça, comme pour pouvoir traverser justement cette période-là. Là, on est à un minimum d'énergie, là. C'est d'accepter d'être dans l'être. Ouais. J'ai le droit d'être fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Non, ça ne se fera pas en 3 jours. Non. Parce que cette croyance-là, moi aussi, je l'ai eu. Que ça va se faire vite. Ben oui. Tu sais, moi, quand j'avais été voir le médecin la première fois, puis moi, j'en parle de mon parcours, ça ne me gêne pas du tout. Là. La première fois, je n'avais pas parlé que ça n'allait pas bien au travail. Parce que, étant justement exigeante envers moi-même, je ne voulais pas arrêter de travailler. Ouais. Parce que c'est un autre step d'acceptation dans mon cas. Ouais. Mais quand je suis retournée une semaine plus tard, en me disant ça va plus pantoute, là, il n'y a jamais eu de jugement, il y a toujours été. Ouais. Moi, j'ai été chanceuse, je suis tombée sur un médecin en clinique d'urgence parce que j'ai pas de médecin de famille qui me suit depuis ces années-là. J'ai vraiment eu cette chance-là, parce que je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde non plus, là. Mais à ce moment-là, quand il me donnait un arrêt de travail, c'était de 3 semaines. Je me rappelle, rendue dans mon auto, j'envoie un message texte à mon conjoint. Puis je dis, bon, ben, je suis en arrêt de travail pour 3 semaines. Fait que, je me dis, une semaine, je vais me reposer, puis après, je vais faire le gros ménage du printemps, puis je vais laver les murs. C'est exactement ça que j'y ai texté. C'est clairement pas arrivé. Non, non. Du tout. Mais c'est ça, tu sais. C'est cette croyance-là de, justement, puis aussi, c'est au niveau de la société de la performance. Ouais. On veut tout faire rapidement, avoir des résultats rapidement. Oui. Quand il est question de santé mentale, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais tu vois, moi, ça m'amène justement à penser, je me souviens que moi, c'était comme, on dirait que si je n'étais pas en train de faire quelque chose, c'était comme si j'avais plus de valeur. Comme si j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose pour être productive, pour être efficace. Puis tant que j'étais productive et efficace, j'étais correcte. Mon estime était comme, tu es correct dans le faire. Puis parce que j'ai besoin d'être utile. Oui, j'ai besoin d'être utile ou j'ai besoin d'être en action. On va dire ça comme ça. D'être en action, d'agir. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'agir, puis un verbe d'action, ça pouvait être aussi dans la mobilité. À un moment donné, j'ai réalisé que réfléchir, c'était une action. Sauf que ce n'était pas une action physique, c'était une action mentale. Écouter mes émotions, écouter, là, c'est un verbe d'action. Méditer, c'est un verbe d'action. Dormir, c'est un verbe d'action. On dirait que quand j'ai compris ça, ça fait comme, OK, fait comme même quand je me repose, je vais être reposée. Puis, bien sûr, à ce moment-là, j'avais encore mon anxiété de performance. Fait que là, j'étais comme, je vais essayer d'être le plus efficace dans mon repos. Fait que, tu sais, je me mettais des méditations de 15 minutes, puis j'étais comme, go, là, c'est le temps de te reposer 15 minutes pour être full rechargé pour essayer de refaire ta journée. Tu sais, c'était comme. Donc, c'est tellement des points qu'on a en commun. Puis, c'est entre autres, justement, quand que j'ai fait, tu sais, aussi, j'ai été vue par une psychologue, travailleuse sociale, tout ça. Puis, la psychologue que je voyais, je disais, mais tu sais, j'ai l'impression de rien faire. Puis, ce qu'elle me dit, c'est, tu sais, elle dit, même si tu es assis là, sur une chaise, puis tu regardes par la fenêtre, tu es en train de faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Justement, moi, dans ma performance, moi, mais ça sert à rien. C'est comme. Mais tu sais, c'est d'accepter ça aussi. Tu es toujours en train de faire quelque chose. Oui, c'est ça. Contempler la nature. Contempler, c'est un verbe d'action. Mais ça demande d'être dans l'être, d'être capable de faire ça. Dans l'être. Ça demande d'être dans l'être. Puis, tu sais, je pense que, ça, je l'avais dit aussi un moment donné dans une autre capsule, là, je me souviens que mon thérapeute, il me disait, tu sais, des fois, on veut tellement être dans l'action, dans la bougeotte, parce que, tu sais, exemple, mettons, quand tu te cognes le doigt avec un marteau, là, et ça fait mal. Là, tu fais comme, ça fait mal, ça fait mal. Tu sais que ça fait mal, mais si tu arrêtes, c'est là que tu sens ton cœur battre. C'est comme boum, boum. Tandis que tant que tu es en train de le bouger, tu sais que ça fait mal, mais on dirait que tu le ressens moins parce que tu es en train de bouger plein d'autres choses. Tandis que quand tu es plus mobile, c'est comme là, tu le ressens. C'est ça, c'est le temps de
ressentir. Ressentir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que mon cœur est en train de battre? C'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Oui, puis c'est la peur de ressentir ça aussi. Ouais. Parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable, effectivement. C'est inconfortable, surtout quand on s'entend que c'est une période qui est plus difficile, qui est un choc qui est très traumatique, peu importe, c'est encore plus difficile, ça c'est certain. Il y a la peur de ressentir, mais après, tu disais tantôt, il y a le choix entre soit qu'on ne ressent pas, mais quand on voit qu'il y a des conséquences à ne pas ressentir, quand on voit que nos émotions, si on ne les ressent pas, ça fait des blocages dans notre corps, puis ça peut nous causer des maladies à long terme physiques. Yay! Pas super le fun, ça. Quand on réalise que, OK, bien, si on continue à les garder en dedans, à un moment donné, oups, on finit par exploser parce que là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Oups, ouais. Moi, c'est comme à force de vivre tout le temps ces conséquences-là, à force de les avoir accumulées, je fais comme, je vais essayer de les vivre. Puis la journée que je les ai vécues, j'ai fait, mais c'est pas si pire que ça. Tu sais, des fois, il faut oser essayer pour faire comme, ah, ma plus grande peur que j'avais par rapport à ça, finalement, ça ne s'est pas réalisé. Finalement, j'ai été capable de la libérer, cette émotion-là, sans que ça cause des fracas autour, sans que ça, tu comprends, sans que je me mette à mourir. Tu sais, c'est comme je paniquais, j'avais peur de mourir à force de vivre mon émotion, là, tu sais. Ben oui, parce que c'est tellement prenant, envahissant. Ah oui, ça prend toute la place. Mais c'est aussi, tu sais, c'est au niveau des choix. Tu sais, si tu regardes, tu peux faire le choix de le ressentir ou de t'étourdir ailleurs. D'où les dépendances, alcool, drogue, jeu, les troubles alimentaires. C'est comme dans mon cas, c'est un besoin de contrôle. Oui. Qui est intense. Mais tu sais, moi aussi, je l'ai vécu, là, de cette résistance-là. Parce que c'est la résistance de développer ces choses-là. Tu sais, comme moi, ça a été de continuer d'être dans l'action, même en dépression. On en parlait justement avant l'entrevue. C'était, moi, mon mécanisme de défense, ça a été de me garrocher partout. Au sens où terminer un bac, faire un diplôme d'études supérieures, écrire un livre, puis une pratique privée en pleine dépression majeure. Parce que pendant ce temps-là, je ne ressentais pas. Non, exact. Mais à un moment donné, ça te rattrape, puis tu dois le vivre, puis tu dois le travailler. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, ce que moi, j'ai compris aussi, tu sais, souvent, la dépression va venir après, je pense, un burn-out. Hein? C'est comme, souvent, il y a un épuisement, puis la dépression, parce que moi, exemple, j'étais tellement épuisée, puis j'étais tellement dans ma tête en me disant « Ah, je suis capable, je suis capable. » Puis à un moment donné, je fais comme « Oh my God, je suis pas capable. » Et là, c'est comme tout mon monde, toute mon identité, mon être est comme « Ah, t'es pas capable, t'as pas de valeur. » Là, c'était comme « Écoute, je suis tombée en dépression, tu sais, ou déprimée. » Puis je me souviens que c'est triste, mais c'est encore trop bien vu à mon goût, les personnes qui vont être dans la performance. Tu sais, tu nommes que même en dépression, tu as atteint certaines choses, mais je suis certaine que quand tu nommais que tu étais en train de faire toutes ces choses-là, les personnes étaient comme hey, « Bravo, félicitations, tu as accompli ça. » Tu sais, il y a des personnes, un moment donné, je me souviens dans un post là, qui disait comme « Ah, oh, tu es capable, continue ta fin de session. » Puis j'étais comme « Mais elle est brûlée. Pourquoi est-ce qu'on l'encourage à performer alors qu'elle est sur le bord du burn-out puis elle va tomber en dépression? » Tu sais? Tu vois, moi, c'était le contraire. OK. Tu sais, les commentaires que j'avais, c'est arrête-toi. OK. T'en fais trop. Tu vas retomber. Justement, je voyais mon médecin pour un suivi, puis je disais tout ça. Il fait comme écoute, je t'étourdis juste à t'écouter. Ça, j'ai entendu. Pour moi, ça faisait comme tout du sens, mais tout le monde me le disait, là. Même ma psychologue disait t'as pas un fonctionnement normal. Puis le fonctionnement que tu avais avant n'était pas normal non plus. De travailler du 24 heures sur 24, de faire travail de jour, de soir, puis de faire des gardes de nuit sur appel, c'est pas normal. Puis en faisant ça aussi, j'allais à l'université temps plein, puis j'ai 3 enfants. Mais c'est en travaillant, justement, puis avec la thérapie, que j'ai fini par comprendre que probablement que j'étais dépressive depuis mon adolescence. Puis que ça a été cyclique, ça va aussi selon les périodes de vie. Parce que même pendant ta dépression, il y a des semaines où tu vas aller mieux, puis des fois, ça va retomber. C'est pas linéaire. Fait que, c'est vraiment, c'est des vagues. Puis il faut suivre la vague. Fait que, dans ma vie, ça a pas mal toujours été ça. Mais clairement, j'ai jamais eu... Bon, moi, j'en ai jamais parlé, justement, de mes difficultés. Là, mes parents ont su que j'avais eu un trouble alimentaire quand j'avais 33 ans. Quand j'ai été consultée. Parce que dans mon processus, avec ma psychologue, c'est important de tenir au courant. J'étais avec mon conjoint depuis 18 ans.
il l'a jamais su. OK. Ben, maintenant, il le sait, là. Mais, mais tu sais, il ne savait pas non plus. Fait que ça a été tout un choc pour eux autres. Oui. Puis, tu sais, c'est aussi d'apprendre, puis de moi, de reconnaître que depuis, c'est ça, mon adolescence, oui, depuis 20 ans, j'ai des troubles alimentaires. Ça a été des hauts, des bas. Oui, j'arrivais à reprendre le contrôle par moi-même. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devienne de plus en plus intense, de plus en plus fréquent, que je ne revienne plus à retrouver justement l'équilibre. Ouais. Puis, tu sais, c'est de voir. À l'adolescence, j'ai voulu me suicider. J'en ai jamais parlé. J'ai jamais eu d'aide à propos de ça parce qu'en n'en parlant pas, personne ne peut te donner d'aide. Fait que ça aussi, fait que c'est possiblement un état de base que j'ai traîné toutes ces années-là. Mais ça, tu le vois pas quand tu es dans ta phase. C'est dans ta phase que tu vas pas bien, tu vois juste le maintenant, le trop plein, tu vois pas là. Qui est déjà une montagne en soi, là, parce que quand tu es rendu là, c'est qu'il y a une accumulation. Mais c'est aussi d'aller voir par après. Mais non, ça fait plus longtemps que ça que tu as ces patterns-là. Là. Ça fait plus longtemps que ça que, tu sais, comme moi, je m'étourdis à faire plein de choses. Oui. C'est ça, c'est pas récent, là. C'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. C'est quelque chose qui souvent se construit, des habitudes, des mécanismes de défense, peu importe qu'on a bâti, puis à un moment donné, pouf. Puis là, un moment donné, c'est que ça fonctionne plus dans notre quotidien. Un moment donné, ça fonctionne plus, puis c'est là, l'automne, le choc de faire comme, OK, là, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne plus, d'accepter de dire, je vais aller chercher de l'aide, je vais aller voir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne plus, qu'est-ce que je fais, hein? Puis ensuite, bien, ça serait quoi la prochaine étape, là, le printemps, là, c'est quoi pour toi cette étape-là? Juste pour faire un parallèle aussi, tu sais, avec l'hiver, avec cette introspection-là, avec cette demande d'aide-là, c'est d'aller aussi, comme on parlait, nos pensées erronées. Oui. Tu sais, de changer nos 2 plus 2 égale 9 en 2 plus 2 égale 4. C'est une expression de Denis Beaulieu en thérapie d'impact, là. Mais j'ai fait ma certification aussi. Puis, c'est vraiment ça, là. T'sais, on a des pensées qu'on a construites qui viennent de peu importe notre éducation, nos réseaux d'amis à l'école, de notre environnement, qui se sont cristallisés avec le temps. Parce que quand tu as cette pensée-là, par exemple, tu vois que telle chose arrive, tu te dis, ben, j'avais raison de penser ça. Ouais. Au lieu d'essayer de changer, parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas tant le malaise qui va te nécessiter de changer la pensée. Tu vas juste justifier ça par ben, j'avais raison. Comme moi, une des pensées, c'était j'ai besoin d'être parfaite pour être aimée. Ce qui fait en sorte que j'avais besoin d'être performée, j'avais besoin d'être la superwoman. Fait que cette pensée-là me menait au burn-out. Puis tant que je ne la transformais pas, je n'étais pas capable d'en sortir parce que j'allais tout le temps garder cette pression-là, puis j'aurais fait des rechutes après rechutes après rechutes parce qu'elle m'habitait toujours, cette croyance-là. Ou la croyance de dire je suis la seule qui peut bien s'occuper de mes filles. Écoute, cette croyance-là faisait en sorte que je voulais avoir tout le contrôle sur tout, que je lâchais pas prise, puis que j'étais la seule à m'occuper de mes enfants, puis que j'étais en train de me brûler littéralement parce que j'étais pas capable de prendre du temps pour me ressourcer. C'est aussi cette croyance-là. Oups, hey, c'est-tu vrai que je suis la seule qui peut s'occuper de mes enfants? Non. Puis même si c'est vrai, est-ce que c'est utile? Clairement pas, parce que c'est en train de me mener au burn-out. C'est comme, souvent, ces pensées-là, je me dis, quand on identifie les pensées, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? C'est-tu utile pour mon cheminement? C'est-tu utile pour mon bien-être? C'est-tu utile pour les résultats que je souhaite dans ma vie? Puis souvent, je vais dire, OK, si c'est pas utile, on la remplace par quelque chose d'autre. De dire, bon, ben, il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper de mes filles, par exemple. Ou de dire, j'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Je suis humaine. J'ai le droit à l'erreur. Fait que là, quand j'avais envie de me taper sur la tête parce que je faisais une erreur, j'étais comme, non, j'ai le droit à l'erreur. Mais ça, c'est un choix. Hein? C'est un choix, encore une fois. Mais pour ça, il faut choisir, il faut comme en prendre conscience là, de ces pensées-là pour les choisir de les changer. Puis c'est de normaliser ça aussi. On en a tous des pensées erronées. Oui. Même si tu en travailles, tu vas t'en trouver d'autres. Ah oui, clairement. Parce que ça va aller avec les situations de vie. Puis ça, c'est comme, toi, c'était à ce niveau-là de prendre soin de tes filles. Tout ça, moi, ça a toujours été de je suis pas assez. Je suis pas assez bonne. Je suis pas assez mince. Je suis pas assez professionnelle. Je suis pas assez parce que j'ai pas tel diplôme. J'ai pas été dans le parce qu'il me manque toujours quelque chose, mais dans la vie, il va toujours nous manquer quelque chose. On peut pas tout faire. C'est comme impossible. C'est ça aussi, à un moment donné, c'est de changer en disant, ben, je vais être assez, par exemple, formée dans mon domaine. Que j'ai assez d'expérience. Puis l'expérience se développe aussi avec le temps. C'est aussi, il faut l'accepter. On ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Puis encore là, ça va arriver que tu vas arriver avec des clients, on est en intervention, que tu as une impasse.
Mm-hmm. À un moment donné, tu viens à « mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? » Ouais. Puis ça, c'est humain, c'est tout le monde. C'est la même chose qu'en mécanique, en mécanique automobile. Il va arriver un problème, à un moment donné, ça va jamais se faire. Je fais quoi? Je sais comme plus comment adresser le problème. Mm-hmm. C'est de trouver d'autres façons aussi. Puis c'est là le moment d'introspection, tu sais, le moment d'hiver, Oui. le moment d'introspection où est-ce que, OK, oui, il y a un changement, il y a un impasse, il y a une transition, il y a quelque chose. Puis là, whoop, OK, on prend le temps de décortiquer ou de regarder, de juste ressentir. On prend le temps de ressentir cette impuissance-là aussi. Oui, puis c'est aussi d'accepter de ne pas être dans la performance là-dedans, au Ça. sens où, justement, la société, on dit qu'on veut tout faire vite. Tout de suite. Puis, souvent, j'imagine que tu l'as aussi la question là en rencontre. Je vais être comme ça combien de temps? Moi, j'étais la première à la poser cette question-là moi-même. Ouais. Il n'y en a pas de temps prédéfini, ça dépend de chaque personne, de chaque facteur. Oui. C'est tellement variable. Mm-hmm. Puis, il n'y a pas de pression de ben là, ça fait déjà 1 an, puis je suis encore déprimée, j'ai encore de la peine, je suis encore fatiguée. Ça se peut. Puis tu as le droit. Son rythme. Tu sais, chacun son rythme. Puis souvent, moi, je vais me dire, ça va dépendre aussi à la capacité de soit choisir justement de mettre en pratique certaines choses, mais même ça, on ne choisit pas tous les blocages, on ne choisit pas le temps que ça va prendre pour débloquer ces choses-là. C'est vraiment, il y a un rythme naturel, un peu comme un courant d'eau. Il faut suivre le courant. Si on essaie de résister, ça demande plus d'énergie. Fait que c'est juste de comme d'y aller, go with the flow, puis d'être fier du cheminement qu'on fait, puis de ne pas focuser sur le résultat. Hein? Parce que des fois, on focus sur le résultat, puis c'est de focuser sur la progression. Une journée à la fois. Dans ça, moi, ce que j'aime envoyer à mes clientes comme image, là, je ne sais pas si tu l'as vu, j'imagine que oui, c'est 2 échelles. Oui. Tu en as un qui essaie de monter les grandes étapes puis qui bloque. Oui. Puis tu as celui qui fait les petits pas, mais qu'en bout de ligne, il fonctionne plus vite. Oui, exact. Parce qu'il fait des petits pas. C'est de les voir, puis d'être fier des petits pas qu'on fait. Exact. C'est pas rien. Non, c'est ça. Même si tu sors juste, justement, comme je disais tantôt, là, aller promener ton chien tous les jours, même si c'est 5 minutes, tu t'es levé puis tu l'as fait. Oui, exact. C'est des petits pas qui vont faire la différence. Puis je pense que c'est ça, l'étape du printemps. C'est d'être capable de faire des petits pas. Tu sais, juste un petit pas à tous les jours, ou de voir, OK, mais qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour justement sourire, pour me sentir, d'avoir des petits moments de bonheur à travers, des fois, nos journées qui peuvent être comme chargées émotivement ou qui sont dans la noirceur, des fois qu'on a l'impression, bon, ben, c'est quoi qui peut nous apporter un petit rire, un petit moment de sérénité? Est-ce que c'est de faire de la gratitude, des affirmations positives? Puis là, les outils, là, il y en a, c'est-tu de parler avec un ami, c'est-tu d'aller prendre une marche, c'est-tu de commencer à faire un peu de yoga, c'est quoi? Puis là, les outils, je pense qu'il y en a infiniment, là. Sérieux, là, rendu là. Selon toutes les approches, puis chaque outil, tu peux l'appliquer de la façon que tu veux. Ouais, ouais. Puis tu peux faire avec l'outil A, tu peux faire A1, A2, A3. Oui, c'est ça. Des fois, tu peux te promener, puis c'est correct. Puis ça, moi, je le vois plus avant la phase du printemps. OK. Je le vois dans la transition entre l'hiver et le printemps. OK. Que là, c'est le moment où tu vas justement essayer ces choses-là. Essayer pour découvrir qu'est-ce qui te plaît. Qu'est-ce qui fonctionne. Oui. Apprendre à te connaître. Oui. Qu'est-ce que tu aimes? Ça, je pense que c'est la pire question que j'ai eu à répondre dans ma vie. Qu'est-ce que tu aimes? Oui, la première rencontre avec mes psychologues. Toi, c'est quoi tes passe-temps? Quand elle me dit étudier, c'est pas un passe-temps, OK. Là, je suis bloquée, tu sais. Mais ça dit clairement, tu n'as pas le temps d'avoir de passe-temps. Elle dit, qu'est-ce que tu aimes? Je ne sais même pas. Fait que, c'est là, c'est de se donner le droit d'essayer plein de choses. Puis c'est de se donner le droit aussi que c'est correct si on ne le sait pas. Oui. D'accepter le fait, OK, je me rends compte que je ne le sais pas, qu'est-ce que j'aime, puis que là, il faut que je découvre à essayer certaines choses pour voir qu'est-ce que j'aime. Oui, puis ça aussi, ça amène une peur. Ouais. Mais si j'aime pas ça. Ah, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu fais autre chose. Oui. Ce que j'aime mes clients à ce moment-là, ben, si tu n'aimes pas ça, à la limite, tant mieux. Ça te fait découvrir que tu n'aimes pas ça. Oui! Tu peux faire un X sur cette option-là, tu sais. C'est pas grave. Il n'y a pas personne qui va en mourir si tu n'aimes pas ça. Ça se peut que ça te prenne, je sais pas, 10 choses différentes à essayer.
sais, d'aller faire de l'équitation, d'aller, je sais pas moi, Peinturer. faire du hiking, n'importe quoi, peinturer, dessiner, chanter, on s'en fout. Mais ça se peut que tu en essayes plusieurs puis qu'ils se fassent comme non, pas ça, pas ça. Mais à un moment donné, c'est aussi d'accepter, ça j'en parle aussi, de laisser aller sa créativité. Mm-hmm. À essayer différentes choses. Oui. Que c'est pas parce que tu as une amie qui, elle, fait du dessin, par exemple, puis que ça marche super bien que ça va marcher pour toi. Mm-hmm. Tu n'aimes pas ça, dessiner. C'est correct. Tu sais, à la limite, toi, ça va peut-être être de peinturer des roches. Mm-hmm. Puis, des toits. Parce que mes enfants trippent à peinturer des roches. Puis, tu sais, c'est simple, c'est de base, puis c'est le fun, c'est correct. Exact. De se donner ce droit-là, d'essayer des choses. De prendre le temps aussi de se ressourcer, de faire des choses qui vont nous permettre de décrocher un peu de ce mental-là, de toute notre situation, mais de décrocher sainement. Oui. Pas être dans la fuite. Non. Mais décrocher, de dire, je vais juste prendre des pauses. Je sais que c'est là, toutes ces émotions-là. Je sais que toute cette introspection est là, mais je vais quand même me donner le droit de prendre des pauses de tout ça, puis de jouir de la vie, finalement, d'essayer de faire des choses qui vont faire comme, OK, là, j'ai juste envie de faire ça parce que mon petit enfant intérieur est comme, j'ai juste envie de faire ça. Tu sais, c'est comme de se donner ce droit-là, de se choisir. Cette période-là, se choisir, se mettre en priorité. Oui, il y a la job, oui, il y a les enfants, oui, il y a le conjoint, oui, il y a le chien, oui, il y a les études, mais OK, avant toutes ces sphères-là, là, il y a toi en tant que personne. Si tu n'es pas en mesure de te choisir, c'est parce que toutes ces autres sphères-là, ils vont toutes dégringoler. Là. Tu vas toutes les perdre un moment donné si un moment donné, tu n'arrives pas à toi à être le pilier de ça. Donc, c'est de prendre le temps de se choisir puis de se mettre en priorité dans notre horaire. Avoir des périodes, est-ce que c'est de se pouponner? Est-ce que c'est juste de se lever le matin et d'aller marcher? Peu importe, mais c'est de se choisir, de se mettre en priorité. De se choisir. Puis, à la base, j'irais même un petit pas à la fois, de ne pas se mettre de la pression là-dessus non plus. Tu sais, à la limite, tu commences par une mini-chose que tu vas mettre à ton horaire que tu vas faire. Quand tu vas vraiment pas bien, à la limite, juste prendre une douche. Ouais. Juste t'habiller et mettre des bobettes. Oui, parce que c'est un effort monumental quand tu vas pas bien. Ouais. Ça peut être aussi de base que ça. Puis aussi, c'est de ne pas se mettre de pression ou de se censurer non plus en disant, ben ça, je le ferai pas parce que j'aimerais pas ça. Ou d'avoir un sentiment de performance par rapport à ça. Mais là, si j'aime pas ça parce que je suis pas bonne, non, tu as juste le droit de pas aimer ça, puis c'est tout, là. C'est ça, exact. Tu sais, même au niveau de se mettre à l'horaire, justement, moi, justement, quand je te parlais de mon livre, c'est vraiment au niveau des outils que j'ai eu, moi, en thérapie, que moi aussi, il y a des outils que c'est moi qui utilise avec mes clients, puis c'est un parallèle des deux, parce qu'en intervention, on est une personne entière. T'sais, on a notre bagage, on a notre vécu, nos expériences nous ont amené à comprendre des choses sur différentes façons. Puis justement, à un moment donné, dans le pic de ma dépression, au moment les plus difficiles, ben c'est là que même ma psychologue me disait, sinon, là, tu sais, toutes tes pensées, puis que tu es envahi, puis tout ça, là, mets-les à l'horaire. On me disait, tu planifies que, je sais pas, tu sais, au lieu que ça prenne toutes tes journées, puis que tu sois envahi, puis que tu rumines, tu te dis, bon, ben aujourd'hui, entre 1h et 3h de l'après-midi, je vais écrire, ça va sortir, puis après ça, je passe à une autre étape. C'est ça. Pour éviter, justement, d'être juste là-dedans. C'est ça, puis que ça prenne toute la place. C'est ça. Fait que, des fois, ça peut être ça aussi. Oui. De se donner, tu sais, les périodes, tu peux en avoir plusieurs au départ. Oui. Puis c'est ça aussi la différence, je pense que quand tu prends avec un professionnel, c'est que c'est à l'horaire, c'est un temps pour être en introspection, tu sais. Je veux dire, combien de fois, moi, mettons, c'est de la thérapie intensive. Bon, ben, j'avais des fins de semaine intensives, j'avais des journées où est-ce que c'était en thérapie avec, en plus, en individuel, en groupe. Puis c'était comme, OK, bien ça, j'avais ça à l'horaire. Je savais que j'allais faire une introspection, que j'allais apprendre quelque chose, j'allais découvrir par rapport à tout ce qui se passait. Fait que c'était comme en petite dose. Mais en même temps, ça me permettait après, bon, ben, OK, j'ai découvert quelque chose, je vais essayer de le mettre en pratique pour être capable de voir comment je me sens par rapport à cet outil-là que je me présentais, tu sais, puis de faire un suivi là-dedans. Mais le fait d'avoir vraiment, comme tu dis, à l'horaire, des moments, que ce soit même, tu sais, c'était quoi? C'était avec ma coaching hier, avec une de mes clientes. Elle me dit, là, j'ai vraiment besoin de chialer. Je dis, parfait. Je dis, go, on met 5 minutes au cadran, puis je dis, là, tu chiales pendant 5 minutes. Après 3 minutes, elle est comme, OK, non, là, je suis tannée. Fait que là, j'étais comme, mais c'est correct. J'ai dit, t'as pu évacuer. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, c'est important de faire sortir tout ça. Tu sais, c'est comme, des fois, je dis, admettons, t'as un bouton. Bon,
Ben, des fois, là, le blanc, là, il a besoin de sortir pour qu'après, ça guérisse. Ben, des fois, il faut que le plus sorte. Il faut que, on va dire, le méchant ou tout ce qui est négatif, tout ce qu'on n'aime pas ça. C'est important que ça sorte. Oui, c'est ça. C'est un peu dégueu comme exemple, mais c'est ce que je dis aussi à mes clients. C'est crever l'abcès. Il faut que ça sorte. Il faut. J'avais une cliente qui, à deuxième rencontre, qu'elle vient me voir, elle me dit, mon Dieu, elle dit, je suis tellement gênée. Elle dit, j'ai l'impression que quand on s'est vu pour la première fois, j'ai juste fait ça chialer. Je dis, ben non, tu n'as pas juste chialé. Au contraire, tu m'as expliqué c'était quoi tes besoins, c'est quoi tes blessures. Oui. Qu'est-ce que tu as besoin de travailler, comment tu te sens présentement, de où ça vient ça, de qu'est-ce qui est pesant présentement pour toi. C'est ça. C'est pas juste de chialer, c'est de prendre ce moment-là, d'accepter de vivre. C'est cette heure-là. Moi, je le vois comme c'est l'heure de mon client. Peu importe qu'ils veulent me parler de A, B ou C. Même si à la base, son besoin, c'est de parler de A, mais que cette semaine-là, il y a une semaine de chenoute, puis qu'il est arrivé telle chose, ben c'est de ça qu'on va parler. Ben c'est ça, exact. Le A, on en reparlera après, c'est pas grave. Mm-hmm. D'accepter aussi dans le moment présent que, parce que c'est pas parce que tu vis une chose X, style un deuil, qu'il n'y a pas d'autres choses qui arrivent. Là. C'est ça. Il y a comme une flexibilité aussi de voir que, wow, il y a plusieurs choses. Puis souvent, c'est ça, quand on vit une période de transition, ça se peut qu'il y ait une chose, mais souvent, c'est un amalgame aussi de plusieurs choses. Puis la vie continue. Oui, c'est ça, oui. Ça se peut, par exemple, que, justement, tu étais en deuil, là, paf, le COVID est arrivé. C'est le fait que, justement, tu n'as pas pu travailler pendant tant de temps. Ouais. C'est pas parce que tu vis quelque chose de difficile que ça t'immunise contre les autres affaires qui se passent. Ça, c'est la vie. Ouais. Oui, je te souhaite que ce soit juste ça. Ouais. Que tu aies tout ton temps pour planifier ça, mais c'est pas la réalité. Non, exact. C'est pas comme ça que ça se passe. En acceptant tout ça, ben, tu vas passer justement à ta phase de printemps. Oui. Une fois que tu as testé des choses que tu aimes, que tu as appris à te connaître, c'est tellement la base d'accepter d'être, puis de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Découvrir c'est quoi mes limites. Oui. D'accepter de faire respecter mes limites. Parce que ça, c'est difficile. Des fois, tu sais c'est quoi toi ta limite, mais la faire respecter. Tu vas le faire pareil parce que, bon, je veux pas que ça fasse de chicane, je veux pas avoir l'air de celle qui veut pas. Ou... J'ai peur de déplaire ou j'ai peur que l'autre personne n'aime plus. Ce que je dis à mes clientes à ce moment-là, c'est assure-toi que quand tu dis oui à quelque chose, tu n'es pas en train de te dire non à toi. Exact. Tellement. Parce que tu as le droit de dire non. Oui. C'est correct. Oui, ça se peut, tu sais, dans la vie que tu dois faire des concessions. C'est normal. C'est un ajustement. Tu as des enfants, un conjoint au travail, peu importe. Oui, à un moment donné, il y a des choses qui vont bouger, mais sans nécessairement traverser toute ta limite. Mais ça, il faut que tu acceptes de dire, regarde, non, moi, ça, j'en veux plus de ça. Ça, des fois, c'est difficile comme étape parce que ça fait réagir les autres alentours. Oui, puis ça, souvent, c'est si tu n'as pas ta base, mettons, d'estime de soi, il faut qu'elle ait été travaillée aussi. Tu sais, plus que d'apprendre à te connaître, tu dis qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, mais qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que j'aime pas chez moi. Aussi, oui, c'est ça, de se connaître. De se connaître, mais d'apprendre à s'aimer aussi comme on est en tant que personne, d'être dans l'être, puis de réaliser qu'on a de la valeur même si on n'est pas en train de faire quelque chose. Et que justement, si on ose dire non aux autres, mais parce qu'on s'aime assez, on est capable de se choisir versus de vouloir faire quelque chose pour plaire à l'autre, pour avoir son amour. Et donc, oui, ça va faire peut-être réagir les autres parce qu'ils sont comme « Ah, comment ça qu'avant, qu'elle dit oui, puis elle a dit non, là, maintenant, elle dit non. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? » Ça va peut-être les faire réagir, mais je te dirais que souvent, on dit le grand ménage du printemps. Honnêtement, là, quand on est rendu là, il y en a beaucoup qui vont dire « Hey, on se rétablit, là, puis tu sais quoi, j'ai fait du ménage dans les personnes autour de moi parce qu'il y a des personnes qui étaient plus toxiques qu'on pensait parce qu'ils ne me respectaient pas quand je mettais mes limites, etc. Ils n'étaient pas dans l'accueil des émotions. » Ça fait comme un ménage de printemps autour de dire ben, qui est réellement là pour moi versus qui était là par rapport à ce que je pouvais leur apporter à ce moment-là que moi, ça ne me convient plus. Tu sais. Oui, puis c'est aussi tout au niveau de la connaissance de soi, c'est de reconnaître ses limites, oui, mais ses besoins. Ses besoins. Parce que aussi, des fois, tu te dis, ben, moi, j'ai ce besoin-là. Comme, exemple, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de solitude. Parce que, bon, je suis empêchée, je suis introvertie dans la vie. J'ai besoin de moments, justement, que... Moi, j'ai pas besoin d'être avec plein de monde tout le temps. C'est ça. Mais c'est correct. Oui. Autant que c'est correct la personne qui a besoin d'être avec du monde tout le temps. C'est ça. Oui.
Tant que c'est pas un extrême, parce qu'à ce moment-là, c'est parce que tu as peur d'être seul avec toi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est de reconnaître ces petits besoins-là. Ouais. Tu sais, si toi, tu as besoin, je sais pas, moi, De nouveautés. Moi, j'ai besoin de nouveautés, de de challenge, de nouveautés. défis. Ben, ça C'est pas tout le monde qui aime ça parce que ça demande d'adaptation. Oui, c'est Mais ça. toi, tu en as besoin. Moi, j'en ai besoin. Mais après, j'ai aussi des limites. J'ai aussi des limites par rapport à j'ai des besoins, mais après, il y a des limites par rapport à ce que je suis capable. Fait que même par rapport à moi, des fois, on a des choix à faire par rapport à nos propres besoins qui peuvent être en contradiction. Tu sais, c'est fou. Là, des fois, la même personne pourrait avoir un besoin de solitude et un besoin d'être en contact. C'est comme, OK, comment je fais pour gérer ça dans la même journée, admettons, dans la même semaine? Ou... Tu sais, c'est vraiment fou, là. Ça, cette partie. Ça peut être en même temps. Oui, c'est ça. Autant que tu as un besoin d'être seul, que tu vas trouver ça lourd d'être seul. C'est ça. Ça, c'est l'être humain. On est toujours complexe avec nos pensées, tout ça, mais c'est ça aussi. Ouais. C'est d'apprendre à accepter ça. Mm-hmm. Oui, exact. Puis, ça serait quoi la période d'été? Parce que là, autant que je voudrais qu'on puisse approfondir encore plus, là, je vois que le temps passe. On part, oui, c'est ça. Dans le fond, là, si on passe au printemps, ça, on était plus dans la transition entre les deux. Le printemps, c'est vraiment le moment où tu recommences à avoir de l'énergie. Ouais. Tu sais, les bourgeons dans les arbres, les feuilles qui repoussent, la neige qui a fondu. Dans le fond, c'est le moment où, justement, tu as été capable de te reposer, de reconnaître tes besoins, tes limites, de te découvrir, tu sais, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie. Puis, tu sais, moi, je le vois surtout comme l'étape où c'est souvent là qu'il va arriver le besoin d'avoir un projet. Ouais. Peu importe, c'est comme moi, ça a été de développer ma pratique privée. Il y en a que ça va être de faire de la peinture, de construire des choses. Puis, tu sais, c'est vraiment un moment clé, justement, pour mettre en place une structure pour ça. Ouais. De le planifier ton temps dans ton horaire. Oui. Puis que même si tu étais en arrêt de travail, de respecter que, par exemple, tu te gardes 2 heures dans ta semaine là, pour construire ta cabane à mono. C'est ça que tu as le goût de faire. Ouais. Parce que aussi, c'est pas évident après. Parce que ça, c'est ce qu'il faut que tu travailles dès le départ. C'est surtout quand tu es en arrêt de travail, c'est de ce que tu mets en place, on veut que ce soit des choses qui vont être continuées par la suite. Ouais. Et non pas qu'une fois que je suis au travail, on oublie tout ça, puis je recommence dans le même pattern. C'est pas le but. C'est ça, exact. C'est vraiment, ça fait partie de, justement, d'établir ses objectifs. De voir, à la base, c'est quoi tes objectifs de vie, toi? Mm-hmm. C'est, bon, est-ce que présentement, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as besoin de faire des changements? C'est ça. Tu sais, ton projet, ça peut être de changer de carrière. Mm-hmm. Ça peut être de faire plein de choses. Ça peut être autant à la base que ça peut être des gros changements, des petits, des gros. C'est d'établir après ça tes objectifs, tes priorités. Mais basé sur tes nouvelles capacités, parce que oui, des fois, la transition, ça l'apporte. Des fois, ça peut être un accident d'auto ou quelque chose. Ça l'apporte des fois un changement au niveau physique, hein, parce que la santé mentale, ça a un impact des fois sur le physique. Fait que des fois, nos capacités, notre énergie, ça ne revient pas tout le temps au même niveau que qu'est-ce que c'était avant le choc, si on veut dire. Donc, c'est aussi de respecter dans nos objectifs, que ce soit des objectifs qui sont réalistes par rapport à nos limites, nos capacités, nos besoins. Oui, puis ça, c'est important au niveau de nos capacités. Parce qu'après une période difficile, nos capacités sont totalement différentes. Oui. Il faut les accepter, ça, encore une fois. Hein? C'est beaucoup d'acceptation. Hein? C'est tout dans le deuil. Il faut que tu fasses le deuil de, par exemple, la personne performante que tu étais avant, qui, de toute façon, c'était pas sain, était probablement dans l'ultra-performance. Puis c'est pas mieux. Mais c'est quand même une acceptation. Pour ça, tu te dis, ben, comment ça se fait que là, aujourd'hui, ça me demande tant d'efforts, par exemple, pour passer la tondeuse, quand que je suis capable, dans une avant-midi, de passer ma tondeuse, faire le ménage de la maison complète, puis tout le lavage. Puis là, après, juste ma tondeuse, je suis fatiguée. Oui. Oui. C'est d'accepter. Ça, c'est un deuil au niveau des capacités, au niveau de... on parle de santé mentale, ça peut être la concentration, la mémoire. Ça, c'est des deuils à accepter. Fait que c'est de planifier ses objectifs en fonction de ses nouvelles capacités. Oui. Oui. Puis c'est correct, parce qu'en même temps, tu découvres d'autres choses de toi. Oui, c'est ça, exact, tout à fait. Je vois vraiment dans une phase de, justement, là, tu vois l'été qui s'en vient. L'excitation. Oui, c'est ça. Tu peux faire d'autres choses, des nouvelles choses. Ce que tu n'avais pas dans les autres saisons, parce que c'était pas le moment pour ça de toute façon. Non. Parce que l'énergie n'était pas là, puis c'était pas ça le besoin. Puis après ça, c'est la transition vers l'été. Pour moi, l'été, c'est vraiment une période de maintien, de consolidation des acquis. Oui. De justement prévenir les rechutes. Oui. Tout dépendamment c'est quoi la situation qui est arrivée. Mais
c'est de prévenir, c'est quoi les moyens que je peux utiliser, qui ont fonctionné, puis que je vais me garder dans ma banque comme si. Oui, c'est ça. Par exemple, on a parlé d'exemples des dépressions. Bon, ça va être par exemple, je sais que faire de l'écriture pour libérer mes émotions, ça a fonctionné. Ça, je vais le faire. Par rapport à un deuil, c'est pas nécessairement un autre deuil que tu vas revivre, mais la forme du deuil va t'apprendre à, par exemple, accepter de ressentir tes émotions. Accepter, par exemple, de vivre de la colère à propos des situations. Parce que ça aussi, c'est pas facile d'accepter de vivre de la colère. Comme tu disais tantôt, une femme en colère, c'est pas beau. Ça, c'est la croyance qu'on nous a dit. T'sais. Oui, c'est pas toi qui as dit non, c'est la croyance, les anciennes croyances, mettons. Oui, les anciennes. Ça vient pas de toi, clairement. Là. Mais c'est ça aussi. Oui. Ça t'apprend à utiliser ça autrement, même si c'est pas un outil thérapeutique ou quoi que ce soit, ça t'a appris des choses sur toi que tu veux consolider, que tu veux maintenir. C'est comme si, en hiver, on fait un peu le bilan de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, genre, admettons, pour s'introspecter. Oui, c'est ça. Dans l'hiver, ça va te permettre de faire ça, ton introspection. Oui, puis en été, ça te permet de faire une introspection sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui t'a aidé pour pouvoir vraiment... Puis j'aime ça parce que c'est comme de faire une introspection sur qu'est-ce qui a fortifié la santé mentale, qu'est-ce qui a bien été en été, puis qu'est-ce qui a fragilisé ma santé mentale, admettons, quand je suis en hiver, puis que j'introspecte ça. Fait que je trouve ça super beau de voir vraiment les deux bilans, finalement, qui sont faits parce que, encore une fois, ça donne beaucoup d'informations par rapport à toi, par rapport à comment tu fonctionnes, par rapport à qu'est-ce que tu as besoin pour être bien. Puis les deux ont totalement leur utilité, autant l'un que l'autre. C'est ça. L'été va servir à justement prévenir les rechutes, à consolider tes acquis, justement, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que c'est d'avoir développé un réseau de soutien, d'avoir, peu importe, parce que la vie est faite de cycles. Des hivers, il va en arriver d'autres. Ils ne seront peut-être pas aussi intenses. On souhaite qu'ils ne soient pas tout intenses, vraiment. Mais la vie étant ce qu'elle est, c'est des cycles. Si tu vas avoir une période qui va bien, puis après ça, oups, ça peut être une difficulté au travail. Ça peut être, c'est pas obligé d'être une dépression majeure à chaque fois. Là. Mais quand même, quand tu vas vivre cet hiver-là, qui va peut-être durer moins longtemps, parce qu'il n'y a pas de temps préétabli pour les saisons. Là. Non, c'est pas un cas. Tu peux rester un an dans ton hiver. C'est pas grave. Il n'y a pas de... Et là, je suis supposée être rendue à l'autre étape. Non, tu prends ton temps, puis ça va venir de soi. Tu vas le reconnaître aussi. C'est ça, mais ta prochaine hiver, tu vas quand même avoir déjà des outils de base dans ta boîte à outils de dire OK, bien ça, je sais que ça me fait du bien quand je fais ça. Par exemple, moi, ça peut être d'écouter des podcasts. Un autre, ça va être de dessiner. Peu importe, c'est des choses que tu as découvert qui fonctionnaient, mais ça va être dès le départ, tu vas pouvoir mettre en action. Oui, éviter que ça vienne trop creux. C'est ça, c'est vraiment ça. Le bilan va te permettre de voir, OK, qu'est-ce qui fait que ça s'est généré là, mettons. Quand tu vois que les signes commencent, tu fais comme, là, je me souviens, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, que j'ai pu remonter la pente, et tu vas pouvoir la remonter plus rapidement. Ça amène tellement la connaissance de soi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes symptômes qui fait qu'on s'en va dans un creux. On n'a pas tous les mêmes signes qui apparaissent. Exact. Mais tu vas le ressentir, toi. Je sais pas, je me sens, plus vide. J'ai l'impression que je suis dans comme un trou, un néant de je sais plus quoi faire, je sais pas. Démotivé ou découragé. Manque de drive, peu importe. Manque de sens. Ça peut être ton signe à toi. Il y en a qui ça va être j'ai besoin de plus dormir. Il y en a d'autres, ça va être c'est leur corps qui leur parle, qui dit là, j'ai mal au dos, là, j'ai mal à la tête, là, j'ai de l'eczéma. Quelqu'un qui fait par exemple des rhumes sans arrêt. C'est un signe, comme des conjonctivites. Quand ton corps a une maladie, quelque chose, c'est quelque chose en arrière qui ne va pas. Oui, tu peux avoir un virus dans la vie, puis ça ne soit pas à cause de ça. Mais quand tu vois que ça commence à être répétitif, ton rhume que tu as du mois de novembre, puis qu'en février, tu es encore là, probablement que derrière ça, il y a un besoin de repos, puis il y a un épuisement. Parce que ton corps n'arrive pas à se recharger. C'est de tout te reconnaître ça aussi. Oui. Fait que ça fait beaucoup d'informations à aller chercher sur soi. Oui. Tu sais, quand on dit des fois le chemin le moins emprunté, ou c'est vraiment le chemin vers l'intérieur de soi. Parce que au final, même s'il y a plein d'outils qui existent, c'est chaque personne qui a les réponses à l'intérieur de soi. Oui, puis même là, j'irais jusqu'à dire,
de faire des recherches, Ouais. mais de faire attention à ses sources. Mm. Allez demander sur un groupe Facebook, c'est quoi l'opinion de X, Y, Z. Oui, tu peux avoir des outils par rapport au... Par exemple, je sais pas, moi, telle personne va dire j'ai fait ça, ça a fonctionné. Ouais. Tu peux l'essayer, mais d'aller chercher aussi au niveau plus des articles professionnels. Il y a beaucoup de psychologues, de plein de gens qui ont des blogs qui vont donner des trucs, des astuces, des gens qui sont formés. Mm-hmm. Aller chercher sur Wikipédia, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais. C'est vraiment de faire attention à ça, mais ça peut t'aider à te connaître. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me dis souvent, justement, tu parles d'astuces, là, comme, tu sais, le mouvement Santé mentale Québec, ils prennent pour les 7 astuces, puis il n'y en a pas juste 7, là, mais eux, ils prennent pour les 7 astuces, puis c'est vraiment ça. S'accepter, on a parlé combien de fois, hein? L'acceptation, ressentir, d'être à l'écoute de nos émotions, créer des liens, hein, d'être entouré de gens qui sont capables de nous faire du bien, se ressourcer, hein, se reposer, prendre du temps pour faire les choses qui nous font du bien, découvrir, essayer des nouvelles choses, de voir, d'être curieux, d'apprendre, choisir. Hein, là, on est là-dedans aujourd'hui, mais faire des choix puis agir, passer à l'action. Quand on est là-dedans, dans ces 7 astuces-là, quand on les met en pratique, on est en train de remonter la pente, puis quand on n'est pas en train de les mettre en pratique, souvent, on va être en train de la dégringoler. Fait que c'est de voir comment est-ce qu'on peut muscler ces 7 astuces-là à notre façon, à nous. Ben oui. C'est nommé, comment je le nomme différemment que les 7 astuces, mais quand on en parle, c'est clairement la même chose. Clairement la même chose. C'est comme la base de la santé mentale. Mais c'est vraiment ça. Puis en musclant ton muscle, justement, de te reconnaître, de te permettre, justement, de OK, je suis fatiguée, je vais me permettre des jours de repos là, avant d'accumuler trop. Exact. C'est tout en prévention aussi. Oui, parce que moi, j'avais une phrase qui disait, puis honnêtement, ça m'avait vraiment marqué, ça disait si tu ne prends pas soin de ta santé mentale, tu vas devoir prendre soin de ta maladie. J'étais comme, OK, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai parce que c'est vraiment des actions qui sont à faire régulièrement pour prendre soin de notre santé mentale, un peu comme qu'on prendrait soin de notre santé physique. C'est la même chose. On prend soin de notre santé physique pour éviter la maladie, bien, il faut prendre soin de notre santé mentale pour éviter la maladie. Puis autant mentale que physique, parce que la santé mentale peut t'amener à développer des maladies physiques. Ah oui, puis les maladies physiques peuvent aussi t'amener à avoir des problématiques en santé mentale. Oui, c'est les deux côtés, là. C'est sa santé globale. Exact. Ta santé globale, puis de faire un tout avec tout ça. C'est de se rappeler que la personne la plus importante au monde, pour toi, c'est toi. Il faut, idéalement. Souvent, oui, ça va être nos enfants. Mais à la base, ça, j'ai l'image de l'avion tout le temps, je ne sais pas si aussi. En avion, quand justement ils disent mettre un masque d'oxygène, de te le mettre à toi avant tes enfants, parce que si toi, tu ne le mets pas avant, tu ne pourras jamais les aider. C'est ça. Exact. Oui. Puis c'est souvent ça. Hein, des fois, quand on en fait tellement trop pour les autres, c'est qu'on s'oublie. Hein? Puis il y en a combien que c'est ça, leur pattern, se sont oubliés. Donc, ensuite, c'est de se retrouver. Puis une fois qu'on se retrouve, bien, c'est de garder à l'idée qu'il faut qu'on reste en priorité. C'est pas d'être égoïste, c'est pas de penser à juste nos besoins et pas les autres. C'est de ne pas oublier nos besoins pendant trop longtemps. Tu comprends? C'est d'être capable de les prioriser puis de les mettre au premier plan pour être capable d'être bien. Puis c'est comme je dis souvent, un enfant, là, quand ses besoins sont répondus, là, il est content. Bien, c'est la même chose avec nous autres, les adultes. Là. Quand nos besoins sont répondus, on est bien, là. Puis si tu ne réponds pas à tes besoins, puis que tu n'es pas bien, tes enfants, tes proches vont le ressentir. Oublie ça, c'est ça, exact. Puis en tant qu'adulte, si nous, on ne répond pas à nos besoins, qui va le faire? Puis si on nomme pas qu'on a ces besoins-là, qui va le faire? T'sais, nommez, demandez, vous recevrez. J'espère qu'à la maison, ça vous parle, tout ça. Là, je vois que le temps avance pour l'entrevue. Mais je te remercie, Stéphanie, de tellement cette discussion, écoute, enrichissante, dynamique, authentique. J'espère qu'à la maison, vous avez vraiment bien apprécié parce que on a couvert vraiment beaucoup de choses, puis j'ai adoré ça. C'est quoi le titre de ton livre, si jamais les gens ils voudraient se le procurer? Oui, c'est Dépasser à épanoui, surmonter l'épreuve pour se reconstruire. Yes! Fait que si ça vous intéresse d'aller approfondir au niveau des 4 saisons, comme on a parlé un peu aujourd'hui, vous pouvez aller visiter. Je vais mettre le lien là, dans la publication en haut du vidéo. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. J'espère qu'à la maison, vous avez bien apprécié et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye! Bye bye!